S&P 500, la bulle spéculative des stars de la tech US, les fameux GAFAM, peut-elle éclater? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous allons parler du S&P 500, en réalité pour être plus précis, du S&P 07, mais aussi du S&P 500 493, car le S&P 500, si, vous savez, il y a deux écoles. Vous avez la première école qui pense que cette hausse incroyable du S&P 500, ça ressemble à un shitcoin, ça ressemble à une crypto, ça ressemble à un meme coins. Bitcoin est honteux en comparaison du chemin parcouru par le S&P 500 depuis le mois d'octobre dernier, par Nvidia, par Apple, la remontada récente de Tesla. Nous allons toutes les passer en revue. Le S&P 500, il y a deux écoles. La première, il vise 6000 points en ligne droite. Moi, je n'en fais pas partie. 6000 points en ligne droite de manière linéaire. Alors, nous sommes sur de nouveaux records historiques. Il n'y a que l'analyse technique pour se projeter en termes d'objectifs de cours. Oui, les fondamentaux, bien sûr. Oui, si le S&P 500, enfin, n'oubliez pas une chose. Si vous comparez le S&P 07 au S&P 493, ça n'a rien à voir. Le S&P 493, il ne fait pas de nouveaux records. Il est flat. Il est sur son record historique, mais il est flat. C'est le S&P 500 équipondéré, je vais vous le montrer. Non, si le S&P 500 a établi autant de nouveaux records, c'est parce que le S&P 07 ne cesse d'avancer. Les stars de la tech US, les GAFAM, qui semaine après semaine se donnent le relais. Il y a un système de rotation. Par exemple, quand Nvidia a corrigé, Tesla a fait sa remontada, Apple a tenu son support et finalement décolle. Microsoft, Amazon se comportent pas si mal. Bon, mais c'est sûr qu'elles sont toutes surachetées. Elles sont en surachat technique massif. Mais surachat n'est pas début d'un bear market. C'est une alerte. C'est une alerte pour voir si ça colle aux fondamentaux. Et justement, c'est ça la question centrale. Les perspectives de bénéfices. Vous savez que nous avons démarré là gentiment la saison des résultats trimestriels du second trimestre, donc mars, avril, mai. Avril, mai, juin, n'importe quoi. Avril, mai, juin, ça tombe là. Les GAFAM, ça tombe dans 2 semaines. Bon, c'est la clé. Et vous allez voir que je vais vous montrer des graphiques qui comparent les perspectives de bénéfices des marchés actions du monde entier, l'Asie, l'Europe, les États-Unis, le Nasdaq, tout est encore sur les stars de la tech. L'IA, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs. Donc forcément, si c'est là où il y a les perspectives de bénéfices incroyables, verticales, le mouvement en bourse est vertical. Mais c'est une bulle. Enfin, bulle. Alors, bulle, c'est lorsqu'il y a un décalage entre l'action des prix et les fondamentaux. Là, il n'y a pas de décalage, puisque les fondamentaux justifient. Alors, on va voir s'ils peuvent encore le justifier. On va même parler valorisation. Là, on va faire analyse technique, valorisation, perspective de bénéfice, comparaison du S&P 07 avec le S&P 493. Peut-on envisager un rattrapage des autres valeurs, des small et mid cap? Où en sont-elles? Et du S&P 500 493 et le CAC 40. Donc du coup, est-ce que finalement on revient à l'achat? C'est le plan de cette émission qui va sera global. Et puis, bon, l'inflation US a été mise à jour la semaine dernière selon le CPI. Peut-on raisonnablement croire en un pivot de la Fed le 18 septembre? J'ai traité ce sujet dans l'émission Top Gun la semaine dernière. D'ailleurs, vous n'avez pas été assez nombreux à le regarder, je trouve. Bon, j'espère que vous n'êtes pas déçus. J'essaie de vous faire du contenu de qualité. Bon, voilà. Mais reprenez cette vidéo, elle est intéressante. Je vais donc là débriefer la mise à jour de l'inflation US la semaine dernière, sachant qu'en fait, on regarde devant nous. On regarde fin juillet le PCE. Oui, nous savons maintenant où en est le CPI, l'indice des prix CPI, mais dans les objectifs de la Fed, c'est le PCE. Et c'est celui-là que la Fed a besoin de voir 2 fois d'affilée confirmer la désinflation. Donc tout ça sera très important à suivre. Ouais les amis, c'est parti. Allez, S&P 500, le FOMO, Fear of Missing Out, des stars de la tech US, va-t-il s'essouffler? Y a-t-il un risque d'éclatement de la bulle spéculative du S&P 500? Nous allons tout reprendre sur le plan technique. Le programme s'affiche sous vos yeux. Des inflations US, peut-on enfin croire au pivot de la Fed le mercredi 18 septembre? S&P 500, le mode FOMO du S&P 07 va-t-il s'essouffler? Nous allons faire de l'analyse technique des fondamentaux. S&P 493, peut-on envisager un rattrapage d'ici la fin de l'année des 493 autres valeurs?
Obligations et taux d'intérêt, le suivi technique. Nous sommes toujours dans l'attente de ces cassures techniques baissières moyen long terme sur les taux d'intérêt du marché. Où en sont les obligations CAC 40? Peut-on enfin revenir à l'achat? Voilà le plan, c'est parti. Désinflation US et marché du travail. Peut-on enfin croire au pivot de la Fed le 18 septembre? Je vous rappelle les différentes métriques de l'inflation. Je vous rappelle que le CPI a été mis à jour la semaine dernière. Le PPI a été mis à jour la semaine dernière. Je vous ai fait une émission spéciale il y a 2 semaines dans le Top Gun sur mes meilleurs indicateurs avancés de l'inflation. Je vous invite à reprendre cette vidéo puisque vous pouvez vous-même, puisque je vous ai montré où se trouvent ces indicateurs avancés, aller vérifier où ils en sont. Mais là, la semaine dernière, donc jeudi dernier, ont été mis à jour le CPI et le PPI. Où en sommes-nous du point de vue de la désinflation américaine? Je vous fais le point tout de suite. Et n'oubliez pas le marché du travail US, avec le taux de chômage aux États-Unis qui a atteint 4,1% de la population active. C'est le seuil d'alerte de la Fed. À partir de là, si ce taux de chômage continue d'augmenter, la pression sera maximale pour un pivot, l'équilibre inflation-marché du travail. Donc les amis, c'est parti, nous débriefons le CPI. Examinons donc si, suite aux mises à jour macroéconomiques de la semaine dernière, le pivot de la Fed est donc probable, comme moi je l'estime, pour le mercredi 18 septembre. Alors tout d'abord, vous avez le taux de chômage aux États-Unis qui est au contact du seuil d'alerte de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est probablement ce qu'il y a à surveiller cet été, car tout taux de chômage qui dépasserait 4,1% créerait une situation d'urgence pour la Réserve fédérale à pivoter, et donc c'est-à-dire le 18 septembre prochain. Les inscriptions hebdomadaires continuent au chômage qui nourrissent semaine après semaine la montée du taux de chômage aux États-Unis a été mis à jour la semaine dernière. On se maintient sur un niveau au plus haut depuis depuis quasiment 2022. Ça, c'est vraiment une dynamique qui nourrit aussi la hausse du taux de chômage. Maintenant, la désinflation US a-t-elle repli? Vous avez donc eu la mise à jour la semaine dernière du CPI aux États-Unis avec la reprise, la confirmation, certes c'est modeste, de la reprise de la désinflation US selon le CPI. La prochaine étape étant la mise à jour du PCE en fin de mois. La bonne nouvelle, c'est qu'en version mensuelle, eh bien, le corps CPI est à 0,1. Il est au plus bas depuis la crise sanitaire. C'est vraiment une bonne nouvelle. En version nominale, il est même négatif, ce qui n'avait pas été vu depuis la crise sanitaire. Lorsque vous regardez maintenant les composantes, eh bien, il y a la poursuite de la baisse de la composante immobilière, c'était attendu, je vous ai montré plusieurs fois les indicateurs avancés, et la bonne nouvelle, c'est enfin la reprise de la baisse, même si c'est léger, de l'inflation des services, mais qui reste quand même à 5,1, ce qui est beaucoup trop élevé. Overall, nous pouvons donc affirmer que la désinflation aux États-Unis reprend, même si de nombreux progrès restent à faire. Vous voyez que le monde d'avant est ici. Encore une fois, c'est le CPI. La prochaine étape, maintenant, ce sera la mise à jour du PCE, et en particulier la mise à jour du corps PCE, qui lui est à 2,6, et la cible de la Fed est à 2. La cible de la Fed étant vue, ce chiffre sera mis à jour à la fin du mois. Bref, en termes de désinflation, eh bien, nous avons encore des éléments qui vont dans le sens d'un pivot de la Fed à la rentrée. Nous enchaînons S&P 500, diagnostic de l'analyse héliotiste haussière du S&P 07. Maintenant, nous en venons au sujet de cette vidéo, le S&P 500, et plus précisément les stars de la tech US, ce qu'on appelle le S&P 07, les GAFAM, menacent-elles de voir leur bulle spéculative éclater? Voilà le plan, par le vague d'Elliott, le rattrapage de Tesla, la rotation des GAFAM, l'importance des résultats du T2 2024, les perspectives des bénéfices, le Shiller PE ratio et le PE forward. En réalité, chers amis, n'oubliez pas une chose, si le S&P 500 a pu aller aussi haut, c'est qu'en fait, semaine après semaine, entre Tesla, Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, il y a une rotation permanente. Et par exemple, lorsque Nvidia est entré dans une phase corrective, c'est le rebond de Tesla qui d'ailleurs est en train de dépasser cette trendline baissière de moyen terme qui a pris le relais, et c'est donc ce passage de témoin entre les stars de la tech US qui permet au S&P 500, je veux dire, de proposer quand même un schéma incroyable. On dirait Bitcoin dans sa bonne époque, en plein bull run. Sauf que voilà, je veux dire, c'est le marché crypto est relativement honteux par rapport à ce parcours du S&P 500. Mais bon, tout ça, ce sont des rotations. Alors, donc, première partie, premier élément, le S&P 500,
est-ce que la bulle est menacée d'éclatement? C'est-à-dire, en gros, le sujet est, y a-t-il un risque de correction brutale du S&P 500? Alors, la dernière vraie correction brutale, ce fut au moment du Covid, ici, au début de l'année 2020. Ensuite, il y a eu le bear market de 2022, l'inflation et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et là, ce que vous devez avoir conscience, c'est que le S&P 500 évolue sur ses records historiques. Alors, y a-t-il un risque? Déjà, si on prend le graphique long terme, ça je vous l'ai montré plusieurs fois ces derniers mois, toutes les fins de marché haussier en données mensuelles ont bien été indiquées sur le S&P 500 par des divergences baissières primo-momentum sur les graphiques de long terme. Là, je fais que l'analyse technique. Je viens dans un instant, j'arrive aux fondamentaux du S&P 500, et notamment les perspectives de bénéfices et la valorisation. Parce que, en gros, en clair, si vous voulez, il y a un risque d'éclatement de la bulle spéculative sur le S&P 500 si, on est en surachat technique massif avec des divergences, et si en termes de valorisation, nous sommes sur des excès incroyables. C'est ce que Warren Buffett appelle sa bulle spéculative. Vous savez, lorsqu'il fait le ratio entre la market cap et le PIB, pour lui, on est déjà en bulle. Et voilà, les ratios de valorisation de Warren Buffett ne sont pas forcément les ratios de valorisation qu'utilisent les gérants, plus des ratios de valorisation traditionnels. Eh bien, vous allez voir que nous sommes tout proches d'atteindre les records de 2021, qui là a été la bulle spéculative des taux zéro et de la présence massive de cash. Donc là, c'est très différent. Et donc, il faut passer tout ça en revue. Alors, justement, c'est parti sur le plan technique. Il n'y a pas encore de divergence en mensuel. Voilà, vous constatez comme moi, le marché entre en zone de surachat. Alors, le fait d'entrer en zone de surachat n'est pas un signal de renversement baissier. Et même au contraire, dans les vrais marchés bullish, c'est même un signal de poursuite. Ce qui est un signal technique d'alerte, c'est lorsque ça diverge. Regardez, c'était superbe, je veux dire, dans le passé, le début du bear market de 2022, d'abord divergence, la crise financière divergence, toutes les phases de plat ou de correction, même avant le Covid, il y avait une div. Donc, pour l'instant, sur cet horizon de temps-là, nous ne voyons pas de divergence. Maintenant, où en sommes-nous d'un point de vue fractal? Alors, nous sommes sur de nouveaux records historiques. Nous sommes toujours, donc, comme vous le savez, nous sommes toujours dans cette fameuse vague 3. Vague 3, ok, donc je vous refais tout le décompte, et nous sommes dans la 5e vague de cette vague 3. Donc effectivement, certaines personnes, en tout cas les héliotistes, s'inquiètent parce que vous connaissez le schéma héliotiste classique. Le schéma héliotiste classique dans une vague d'impulsion, la 5e vague est la vague finale avant d'entrer ici dans une vague corrective. La question est, cette vague 5 est-elle terminée? Pour savoir si cette vague 5 est terminée, il faut se tourner du côté des objectifs théoriques. La vague 5 en général, c'est 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4. Il y a tout un tas de façons de calculer les objectifs théoriques de la vague 5. Ça peut être aussi une proportion de la vague 3 reportée au bas de la 4. Ça peut être une proportion de la vague 1 reportée au bas de la 4. Je me suis donc proposé de mettre sur ce graphique toutes les extensions et voilà la zone. C'est une grosse zone. Mais attention, c'est pourquoi je voulais aussi refaire ça sur le S&P 500. C'est une zone de prix que le marché est en train d'atteindre. Donc, vous avez eu là, nous sommes dans une grande 3 de long terme. Vous avez eu la vague 1, qui était la fin du bear market à l'automne 2022, une vague 2 ici qui était en running flat. Donc, la structure en running flat est une structure classique en marché bullish. Vous aviez eu ici donc une belle structure en running flat dans le cadre d'un marché bullish, ça marchait bien. Ici, c'est pour la vague 2. Ensuite, là, nous sommes dans une grande 3. Nous sommes ici dans une grande 3. Elle-même, donc, c'est la plus impulsive, c'est logique, décomposée en 5 temps, à l'intérieur de laquelle nous avons fait la 1, la 2, la 3, la 4, et nous sommes donc dans la 5, de la 3, de la grande 3. Donc, c'est cette 5-là, voilà. Et donc, je vous ai mis ici les extensions de Fibonacci. J'ai mis une extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 et des extensions de la 3. Voilà la zone où ça peut se terminer. Alors, me direz-vous, oui, t'es marrant, Vincent, ça peut se terminer entre maintenant et 6000 points. Bah oui, écoutez, c'est une zone d'objectif. Mais ce que je suis en train de vous dire ce lundi, ce début de semaine, pour ceux qui écoutent la vidéo plus tard, c'est que nous entrons dans la zone d'objectif théorique. Avant, nous n'y étions pas. Et là c'est incroyable, regardez comme on a fait pile poil la première zone d'objectif, en fait ici, qui est 0,618 d'extension de la vague 3. Donc attention, sur le plan technique, nous entrons dans la zone d'objectif. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre de savoir quand est-ce qu'on démarrera la grande 4? Ce sera un signal, je ne sais pas, un avalement baissier hebdo, comme on avait eu ici, comme on avait eu ici, comme on avait eu ici. Mais
Voilà, donc il faut un signal hebdomadaire. Donc ça vaut le coup d'attendre ce signal. Ou peut-être lorsque le RSI hebdo va revenir sous cette résistance. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc attention, nous entrons dans cette zone objectif théorique. Donc ça c'est que la première façon de répondre à cette question du S&P 500, la bulle mondiale d'éclater. Si vous voulez, si le S&P 500 doit entrer en retracement, c'est que le S&P 07 est en souffrance. Je vais vous montrer ça tout de suite, enfin dans la prochaine partie. Le S&P 500 fait de nouveaux records uniquement parce que cette valeur font de nouveaux records. Tant qu'elle ne donne pas de signaux baissiers, ou tant qu'elle se passe le relais, il n'y a pas de stress. Donc il faut se concentrer sur l'analyse technique des stars de la tech US. Je vous montre tout de suite en fait. Bon, qu'est-ce qui permet à ce S&P 500 de continuer d'avancer? C'est que vous avez donc différentes composantes. Alors pendant très longtemps, et c'est encore le cas, c'est vraiment le parcours incroyable de l'action Nvidia, mais c'est là où se concentrent les perspectives de bénéfices. Et donc, regardez, à un moment, il y a eu une inquiétude. Le S&P 500, ici, le Nvidia avait fait un avalement baissier fin juin. Il y a eu 3 jours de correction. On s'est dit, le S&P 500 va chuter. Mais finalement, il n'a pas chuté. Pourquoi? Parce que c'est ce moment-là qu'a choisi Tesla pour faire sa remontada. Donc, au final, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tant qu'il y a un passage de relais, un passage de témoin entre les stars de la tech US, eh bien, le S&P 500 n'entrera pas en correction. Prenez Apple. Regardez Apple. D'ailleurs, Apple, c'était une superbe vague 2 en regular flat. Mais regardez ici, je vous l'avais montré, cette structure en regular flat qui était juste parfaite, qui, dans un marché haussier, la structure en regular flat est une figure de continuation. Le regular flat d'Apple était franchement ici de toute beauté, et les cibles théoriques ne sont pas faites. Donc, alors oui, là, forcément, ça va finir par au moins marquer une pause retracée, mais voilà, c'est effectivement, on regarde la tête de l'action Apple, personne n'achète maintenant. Vous achetez maintenant quand on ne gère pas son risque. On y est, on n'y est pas. Point final. On est dans le train, on n'y est pas. Mais il y a forcément, oui, un risque de correction. Pourquoi? Parce que régulièrement, Apple fait des corrections. Donc oui, il y aura une autre correction. Il y aura un retour aux moyennes. Donc effectivement, il peut y avoir ici un risque de voir le S&P 07, encore une fois. Là, le S&P 500, n'oubliez pas qu'il y a 493 autres valeurs qui ne fichent rien, ou quasiment rien, j'exagère, je grossis le trait. Mais donc, on peut imaginer un scénario où le S&P 07 entrerait en pause ou en correction, mais où vous auriez les 493 autres valeurs qui commenceraient à faire leur rebond. Comment le savoir? J'y viens, c'est la prochaine partie. Mais vous comprenez en fait que lorsqu'on se pose cette question d'un éclatement possible de la bulle spéculative sur le S&P 500, il faut bien distinguer S&P 07, S&P 493. Donc les méga caps des large caps. Et ce sont vraiment ici 2 compartiments qui sont parfaitement différents. Alors avançons davantage, si le S&P 500 est aussi haut et s'il devait être menacé de voir sa bulle éclater, c'est qu'il y a un problème des côtés des fondamentaux. Alors, est-ce vraiment une bulle si nous regardons du côté des perspectives de bénéfices? Eh bien, la réponse est non. Si vous voulez, et je vais arrêter de dire si vous voulez, une bulle, qu'est-ce que c'est? Une bulle spéculative, c'est un prix qui monte de manière verticale, avec un momentum complètement exagéré, en décalage des fondamentaux, avec des valorisations complètement astronomiques. Le S&P 500 progresse parce que le S&P 07 progresse, le S&P 07 progresse parce que tous les bénéfices, quasiment l'essentiel des perspectives de bénéfices bullish, sont concentrés sur ces stars de la tech US. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de bulle. Alors sauf si la hausse verticale des prix est sans commune mesure, même avec ces perspectives de bénéfices. Et c'est là qu'intervient la valorisation, les ratios de valorisation. Où en sont-ils? Vous allez voir que ça commence à être exagéré. On va prendre le PE chiller, le PE forward. Donc vous comprenez le mécanisme? Il y a le prix en bourse, les perspectives de bénéfices et les ratios de valorisation. C'est ça qui permet de répondre à cette question, de savoir donc, si la bulle spéculative menace d'éclatement. Donc en termes de perspectives de bénéfices, écoutez, regardez ça. Le marché est dans un rêve d'explosion des bénéfices à la hausse, porté par l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, voilà, le monde virtuel, ok, très bien, la blockchain, les cryptos. Okay, le marché est complètement perché. Je vous montre quelque chose de très intéressant. Alors, regardez les perspectives de bénéfices, donc les Global Earnings Expectations, cela vient de Bloomberg, en comparant les différentes zones géographiques, donc le S&P 500, les pays émergents, la Chine,
l'Europe, le Nasdaq, qu'est-ce qu'on retrouve tout en haut? Le S&P 500 et le Nasdaq. Voilà, donc il y a bien sûr, en fait, il y a effectivement le côté absolu de voir les perspectives de bénéfices concentrées sur les stars de la tech, et vous avez le côté relatif, où en plus ces perspectives de bénéfices sont sans commune mesure avec ce qu'on observe dans le reste du monde. C'est donc tout ça qui a permis au S&P 07 d'avancer. Mais oui, là nous comprenons que techniquement et fondamentalement, on est quand même dans l'excès et qu'à un moment ou à un autre, les arbres ne montent pas au ciel. Donc oui, se pose la question peut-être pas de l'éclatement de la bulle, mais de la fin du mode FOMO, la fin du mode Fear of Missing Out. Bon, sauf que pour certains, la fin du mode Fear of Missing Out, c'est pas avant les 6000 points. Bon, on verra. Je vous ai montré que nous étions entrés dans la zone d'objectif de cours théorique de la vague 5, de la 3, de la grande 3, en Elliott, mais nous sommes dans la partie basse. Ces 6000 points, ça serait la partie haute. Peut-être que ce sera atteint à Noël. Bon, encore une fois, il faut un signal technique bearish en hebdo pour interrompre, ou une grosse divergence baissière mensuelle. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est vrai que ces perspectives de bénéfices par zone ici parlent pour elles-mêmes. Et maintenant, si on regarde ça d'un point de vue de la valorisation, sommes-nous dans un excès de valorisation? Nous allons regarder le PE Shiller et le PE Forward. Alors, tout d'abord, en termes de perspectives de bénéfices, n'oubliez pas une chose, nous sommes entrés donc dans la période des résultats des bénéfices. Cette semaine, vous avez tout ça. Ensuite, la semaine prochaine, vous avez les GAFAM. En termes de perspectives de bénéfices pour le second trimestre, regardez où, sans surprise, sont concentrés là où le marché attend le plus de bénéfices. Selon FactSet, encore une fois, les stars de la tech US. Donc oui, on a compris que c'est là où nous avons les bénéfices les plus forts attendus. Alors attention, les stars de la tech US vont publier les résultats dans 2 semaines. Il ne faut pas manquer le coche. Je veux dire, lorsque vous avez des mouvements boursiers comme ça aussi verticaux, on ne peut pas manquer le coche sur le plan des fondamentaux, sinon ça drop. Donc, je pense qu'à cette question de savoir, voilà, la réponse arrive là d'ici fin juillet. Vous allez avoir tous les GAFAM qui vont publier leurs résultats et leurs perspectives de bénéfices. En termes de valorisation, le PE Shiller et le PE Forward, vous avez ici le PE Forward du S&P 500, encore une fois selon FactSet. Nous sommes largement au-dessus de la moyenne à 5 ans, largement au-dessus de la moyenne à 10 ans, mais nous ne sommes pas encore sur les records de la bulle spéculative Internet, de la bulle des taux zéro de 2021, mais nous sommes en approche. Lorsqu'on va arriver dans cette zone-là, attention quand même. Donc déjà là, on est largement au-dessus des moyennes historiques, donc ça commence quand même à être cher. Et je vais vous montrer maintenant le PE Shiller, qui est quand même mieux parce qu'il fait la moyenne des bénéfices, le rapport entre le prix de marché et la moyenne des bénéfices des 10 dernières années. Nous sommes au-dessus de la moyenne, au-dessus de 1 écart type de la moyenne sur 20 ans, et nous sommes quasiment en vue du record de la bulle des taux zéro de 2021, mais nous n'y sommes pas encore. Donc attention, effectivement, je pense que là, que ce soit sur le plan technique ou le plan des fondamentaux, vous avez bien compris que nous ne sommes pas au début du bull market du S&P 07 et qu'il y a de la sonnette d'alarme sur le plan du momentum technique, sur le plan de la valorisation. Alors, effectivement, si là vous avez des bénéfices qui sortent, qui sont incroyables, avec des perspectives de bénéfices encore rehaussées, ça permettra une surextension à la hausse des ratios de valorisation. Mais il faut bien comprendre où nous en sommes maintenant. Et quelqu'un qui est en position sur ces stars de la tech US, il doit sécuriser des gains. Car si un jour ça rentre en consolidation, il faut sortir au moins en stop-loss order gagnant, c'est obligatoire. On ne peut pas laisser le... Vous voyez, c'est comme ça qu'on accompagne une tendance d'un point de vue technique sur son compte de trading. On met en place un stop-suiveur, qui n'est pas forcément un stop-suiveur automatique. On peut le remonter à la mano, semaine après semaine, pour accompagner le mouvement et rester en position sur l'action tant qu'il y a du momentum haussier. Alors, le S&P 493... peut-on enfin envisager un rattrapage du S&P 493? Le plan s'affiche sous vos yeux, il est ici. Effectivement, si le S&P 07 devait entrer en retracement, est-ce que finalement les capitaux vont aller sur les 493 hautes valeurs? Bon, ça c'est une question intéressante parce que peut-être que ce sera là où il y a des opportunités. Les autres large cap, qui ne sont pas les stars de la tech US. Alors pour ça, on va regarder plusieurs indices. Vous avez tout d'abord S&P 493 versus S&P 07, on parle du S&P 500 équipondéré. Donc sur TradingView, vous regardez donc cet indice-là.
Et donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le S&P 500. Nous sommes au contact du record historique, dans une phase de transition latérale, et donc il faut absolument surveiller ce range. Si on en sort par le haut, eh bien oui, il y aura un rattrapage des 493 hautes valeurs. Si on en sort par le bas, eh bien malheureusement, c'est que la correction, si correction il doit y avoir du S&P 0,7, on portera aussi avec elle le S&P 493. Donc vraiment surveiller cette compression au contact ici du record historique. Vous avez aussi l'indice NICE Composite à surveiller et à la profondeur du marché action américain. Et lui, il est haussier tant qu'on se maintient au-dessus de ces 17 500 points. Donc là, vous avez quand même une bonne illustration du S&P 493, mais il n'y a pas que ça, il y en a plus. Mais on voit que finalement, il n'y a pas d'excès haussier sur les autres. L'excès haussier, lorsque certains mettent en avant un risque d'éclatement de la bulle du S&P 500, j'ai envie de leur dire non, faux. Non, il n'y a pas de bulle sur le S&P 500. Il y a une bulle sur les GAFAM. Il y a une bulle sur le S&P 0,7. Donc le S&P 493 n'étant pas en bulle, peut-être que lui serait en mesure de prendre le relais, je ne sais pas. Typiquement, le pivot de la Fed, la baisse des taux, ça viendrait soutenir ces valeurs qui sont quand même beaucoup plus sensibles au cycle des taux d'intérêt que les stars de la tech US, elles s'en foutent, elles, des taux. Elles ont tellement de cash, c'est pas un sujet pour elles. Elles sont dans l'investissement, dans l'avenir, dans l'innovation, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est peut-être là où s'il y avait un vrai sujet, ce pivot de la Fed, j'ai développé ça dans le dernier Top Gun, je continuerai de développer chaque semaine. Bon, s'il intervient en fin d'année, ça peut permettre ce passage de témoin, cette rotation du S&P 0,7 vers le S&P 493. Donc dans les indices à suivre, alors l'analyse quantitative, le sentiment AAI, les small et mid cap, et le lien avec les taux d'intérêt du marché, oui, clairement, pour les small et les mid cap et le S&P 593, pour envisager une rotation du S&P 0,7 vers ces compartiments, il faut des signaux techniques baissiers sur les taux du marché, j'y viens plus tard dans la vidéo. Mais est-on en bulle sur le S&P 493 ? Pour cela, je vous propose de regarder tout d'abord l'analyse quantitative, en reprenant le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Eh bien non, nous ne sommes pas en bulle, nous sommes même plutôt dans la partie basse. Idem par rapport à la moyenne mobile à 20 jours et idem par rapport à la moyenne mobile à 200 jours. Mais je vous conseille surtout de regarder par rapport à la moyenne mobile à 50 jours, on est plutôt en zone basse. Donc il n'y a pas de bulle actuellement sur le S&P 493. Elle est vraiment centrée sur les stars de la tech US. Attention en revanche au sentiment des investisseurs actuels, et ça va vraiment dans le sens d'un risque de pause sur le S&P 0,7, avec le réservoir des acheteurs, selon la dernière enquête AAII de l'Association américaine des investisseurs particuliers, qui s'est quand même bien rempli. Et donc ça milite quand même pour, à un moment ou à un autre, une mise en pause du S&P 0,7. Et les small et mid cap, moi je reste vraiment convaincu qu'avec le pivot de la Fed et la baisse des taux d'intérêt du marché d'ici la fin de l'année, ça va entrer en surperformance. Dites-vous bien ici que vous avez sur le Russell 2000, entre 1900 points et 2000 points, vraiment une zone d'intérêt à l'achat. Entre 1900 points et 2000 points, vraiment une zone d'intérêt à l'achat, soutenue par la moyenne mobile à 200 jours, la partie haute de ce range. Et moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, lorsque là, il y aura la rotation, cette résistance ici finira par sauter. C'est vraiment, et ça je vous l'ai montré plusieurs fois, cette résistance à 2130 points qu'il faut faire sauter pour enfin donner un signal de rattrapage des small et mid cap par rapport aux stars de la tech US. Obligations et taux d'intérêt, le suivi technique. Donc ça, c'est une thématique qui est très liée au pivot de la Fed. Vous aurez un méga pump des obligations le jour où vous aurez une nette dégradation du marché du travail américain. Le taux de chômage actuellement est à 4,1%. Il faut surveiller le prochain rapport NFP. Et vous aurez un pump des obligations le jour où la Fed affichera sa confiance en la désinflation. Et donc la prochaine étape, c'est le PCE à la fin du mois. Et celui-là, il va falloir vraiment le suivre. Alors, c'est un marché qui est toujours stabilisé en zone basse, qui essaie de faire quelque chose. D'un point de vue technique, il faut, pour avoir une hausse des obligations, que les taux d'intérêt du marché, c'est-à-dire que les taux obligataires des États, donnent des signaux techniques baissiers sur l'horizon de temps hebdomadaire. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que vous pouviez utiliser, parce que c'est extrêmement pertinent sur longue période, le système Ishimoku sur l'horizon de temps hebdomadaire du taux obligataire américain à 10 ans et du taux obligataire américain à 2 ans. Il faut passer sous le nuage pour donner le signal baissier. Et donc je vous remonte ça rapidement.
et on va regarder aussi le TLT et le Bund. Je vais donc me diriger ici vers les taux d'intérêt du marché. Et ils sont donc ici, pardon. Vous avez ici le 10 ans américain. Voilà, le 10 ans américain. Il faut le même type de signal donné en mars 2019 ou inversé ici. Tant qu'on ne passe pas sous le nuage, il faut casser les 4,10 pour avoir vraiment un pump des obligations. Le jour où on passera là-dessous, ça va dropper. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Et sur le taux obligataire 2 ans américain, c'est la même chose. Regardez comme c'est extrêmement propre. Là, vous avez eu le signal de baisse sur les taux en 2019, le signal bullish avant la vague inflationniste. Et voilà, le jour où on casse ces supports sur le taux obligataire américain à 2 ans et le taux obligataire américain à 10 ans, vous aurez enfin un pump des obligations. Vous aurez enfin un pump des obligations. Et vous aurez notamment donc, sur le TLT, enfin la capacité du TLT à rebondir, car je vous rappelle que le marché obligataire US est dans une zone basse de long terme et que moi je suis convaincu qu'à horizon 6-12 mois, il y a de l'upside. On a quand même une belle reprise, j'ai pas dit que des bêtises, on a une belle reprise depuis octobre 2023. Là ça retrace, mais on tente de faire quelque chose. Bon, voilà, moi j'invalide si on repasse sous les 87, si on repasse là-dessous, bon bah je me serais trompé, mais voilà, c'est de toute façon pour envisager une remontée du Bund en 3 temps comme ça, pour envisager une remontée du TLT et des autres contrats de taux, nous avons besoin de ces signaux techniques baissiers sur les taux obligataires du marché. Alors, maintenant, CAC 40, peut-on enfin revenir à l'achat? Alors, CAC 40 peut enfin revenir à l'achat. Déjà, il y a une très nette sous-performance depuis quelques semaines des marchés actions européens. Je vous ai montré en début de vidéo, en termes de perspective de bénéfices, lorsque vous comparez le S&P 500 et l'Eurostoxx 50, il n'y a pas photo. Il n'empêche, ce sont des actions qui sont quand même à la fois nettement moins chères en termes de valorisation et qui ne sont pas en surachat technique, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui sont même revenus sur des supports. Le CAC 40 étant revenu sur un support récemment, avec le risque, la crainte qu'il y a eu sur la dette française avec les législatives. Tout ça, ça s'est calmé. Le spread de taux entre la France et l'Allemagne n'a pas dépassé cette résistance que je vous avais montrée, et même il retombe. Donc oui, d'un point de vue fondamental, on peut dire que ça peut être une opportunité de revenir sur le CAC 40. Sur quoi on revient? Moi, je vous dis, revenez sur les valeurs du luxe. Revenez sur LVMH, Kering, Hermès, L'Oréal. Elles ont vraiment bien retracé, en lien aussi avec des déceptions sur l'économie chinoise, mais c'est en train de bottomiser. Le marché action chinois est en train de bottomiser. Je me dis, revenez sur les valeurs de luxe. Maintenant, oui, revenez aussi surtout sur les valeurs domestiques françaises qui se sont fait massacrer suite à l'annonce des législatives. Je pense aux valeurs de la construction, je pense à Vinci, je pense à Bouygues. Parmi les valeurs domestiques, vous avez un range de long terme aussi sur l'action Carrefour. Bon, pourquoi pas une bancaire, voilà. Mais je vais vous montrer ça donc, sur le plan technique. Mais donc, vous avez le cours du CAC 40, le cours du CAC 40 qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, en tout cas, s'accroche toujours à cette zone de support ici, cette zone de support, cette zone des 7003, 7004. Donc tant qu'on est au-dessus de ça, on croit à la hausse. Là, vous l'avez donc ici en données journalières. Et puis, j'ai regardé au sein des valeurs, je vous avais fait une émission spéciale sur ce sujet, mais vous avez Carrefour qui est vraiment dans une grosse zone basse de long terme. Elle est vraiment dans une zone basse de long terme, Carrefour. Et là, je pense que c'est une opportunité, typiquement pour jouer une remontada du CAC, un rattrapage du CAC. Je pense que là, l'action Carrefour peut être une option tout à fait intéressante. Et moi, ce qui me rassure, c'est que le spread de taux donc, entre la France et l'Allemagne, le spread de taux entre la France et l'Allemagne est resté ici sous cette résistance. Il rejette. Et donc là, voilà, c'est vraiment un bon signal pour revenir avec plus de confiance sur le cours du CAC 40. Voilà, chers amis, c'est bien écouté. Ainsi s'achève cette émission Top Gun. J'espère que ça vous a plu. Je parle un peu de tout, S&P 500, des inflations CAC 40. Merci encore une fois pour un petit like, des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et puis on se retrouve mercredi pour le Fast & Forex. Merci à toutes et à tous de votre attention. Passez une bonne semaine. Merci.